Voilà, ça marche, super. Bon, eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à cet atelier qui est consacré donc à sortir du tout carcéral les dispositifs alternatifs à la prison et aux poursuites, avec Juliette Chapelle, donc, qui est présidente de A3D, et Serge Portelli, qui est avocat, membre de l'OIP et qui a également été ancien magistrat pendant un certain nombre d'années, qui nous font le plaisir d'être ici. Donc on va faire une petite présentation chacun d'une dizaine de minutes autour de 3 thèmes, c'est-à-dire d'abord leur propre expérience liée justement à cette question d'aménagement de peine, à la fois comme magistrat et comme avocat. Ensuite, ce qu'ils pensent être le mieux aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ces aménagements de peine soient les plus utilisés et les plus regardés par parfois un monde judiciaire, tant avocat que magistrat, qui parfois va à la facilité, et puis peut-être faire preuve de créativité en imaginant des peines alternatives différentes de celles qui existent aujourd'hui. Voilà un peu la ligne de route, la feuille de route de ce matin, et donc je laisse à Juliette Chapelle le soin de commencer. Bonjour à tous. Donc moi, je suis avocate au barreau de Paris et présidente de l'Association des avocats pour la défense des droits des personnes détenues. Mon intervention, elle va s'axer vers 3 points qui, je pense, sont des freins à la question, justement, au fait d'aboutir à peut-on sortir du tout carcéral et comment on fait pour sortir du tout carcéral. Moi, je vois 3 freins. Je vais commencer par le premier frein qui me concerne en tant qu'avocate, c'est-à-dire la culture des avocats. Je vous prends l'exemple de pourquoi on a créé l'Association des avocats pour la défense des personnes détenues, donc l'A3D. Elle a été créée en 2015 parce que justement, on a fait le constat avec plusieurs avocats qui intervenaient en application des peines et en droit pénitentiaire, de se dire qu'on se sentait un peu seul dans notre pratique, qu'il y avait peu de formation dans tous les barreaux, que ce soit on va dire des gros barreaux en nombre d'avocats comme Paris, Marseille, Lille, ou des plus petits barreaux. Et on est parti de ce constat, et c'est cette association qui s'est créée. L'avocat comme un frein, parce que tout à l'heure, on abordait la question des comparutions immédiates. Je pense que tout le monde devrait venir aux comparutions immédiates et de manière plus générale dans tous les tribunaux correctionnels, à toutes les audiences, où on entend encore, en tout cas moi je l'ai entendu encore il y a 3 semaines de la part d'un avocat, plaider la clémence du tribunal ou encore plaider un sursis alors que la personne détenue n'était plus accessible au sursis. Qu'ont fait les magistrats, évidemment, ça a été 6 mois d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt pour l'un et 9 mois pour l'autre. Donc il y a, je pense, moi le premier frein que je vois, c'est en fait nous-mêmes, les avocats, où nous ne sommes pas assez exigeants vis-à-vis de notre formation et vis-à-vis de la préparation de nos audiences, y compris en comparution immédiate, même si la préparation est difficile. Et j'en viendrai à mon deuxième point, qui est donc la culture des magistrats aussi, mais c'est une autocritique de ma propre profession, de dire qu'il faut qu'on se forme, et donc il faut que les barreaux, les ordres des avocats, également puissent proposer des formations pratiques sur qu'est-ce qu'un aménagement de peine, qu'est-ce qu'on peut demander. C'est une matière technique, mais qui se pratique et qui s'apprend très facilement quand elle est bien expliquée. Donc ça, c'est le premier frein, c'est la culture des avocats, la formation des avocats, qui commence en tout cas à Paris, c'est mon barreau, donc je parlerai des choses que je connais, qui en tout cas à Paris se développent beaucoup. Et on essaye également avec la 3D que des formations se tiennent également régulièrement sur ces sujets dans tous les barreaux. Également, moi je pense que l'une des solutions, et je réponds à ce frein des avocats, pour sortir du tout carcéral, ce sont les avocats. Nous devons être exigeants également avec les magistrats, dans ce sens où nous avons plusieurs outils. Donc il y a l'application des peines, mais également nous avons la procédure administrative et la juridiction administrative qui est
moi, je l'ai découverte en pratiquant du droit pénitentiaire, qui est une merveille en termes de liberté publique. Alors, ce n'est pas toujours une merveille, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives pour les personnes détenues, et je pense que nous ne l'utilisons pas assez. On a abordé également ce matin la question des conditions indignes de détention. Peu d'avocats engagent des procédures, des référés liberté, des procédures en responsabilité par la suite sur les conditions indignes de détention. Et ça encore, alors là, il y a deux freins. Il y a un, c'est la culture des avocats, où, pareil, on est plutôt un petit nombre à pratiquer la matière et le contentieux administratif. Il y a un frein financier, parce que ce sont des procédures qui sont nécessairement à l'aide juridictionnelle. Donc là, on rentre vraiment dans le pratico-pratique, mais c'est important de le dire, où c'est peu les UV, donc les unités de valeur, c'est-à-dire payées par l'aide juridictionnelle, donc par l'État, sont peu élevées. Donc parfois, dans les cabinets, c'est pas toujours facile de se dire je vais faire cette procédure et en fait, je vais la travailler à perte. Donc il y a aussi là une question de budget qui se joue, et également pour les avocats. Mais je vous prends un exemple sur la maison d'arrêt de Nanterre, où nous, on a mené un contentieux avec un client où ils étaient un tout petit peu moins de 700 détenus. Globalement, ils vivaient tous dans les mêmes conditions indignes de détention, qui ont été reconnues par le Conseil d'État comme indignes. Combien étaient-ils à engager de recours? Un seul. Sur, donc, je crois qu'à l'époque, ils étaient 689 détenus à Nanterre. Il y a donc eu une seule personne qui a osé se plaindre de ces conditions de détention et d'aller devant les juridictions administratives. Je vous dis ça parce que pour moi, c'est important sur la question de sortir du tout carcéral. Parce que je pense que si nous, avocats, on était plus mobilisés sur les recours, sur les aménagements de peine, sur les conditions de détention indignes, et qu'on faisait plus de recours, je pense que les magistrats réfléchiraient peut-être un peu plus à incarcérer. Parce que si vous prenez Fresnes, qui est également où tous les détenus vivent dans des conditions indignes, en suroccupation carcérale massive, vous avez, même pas tous les détenus, mais 3/4 des détenus qui engagent des recours, tous les jours un nouveau recours devant les juridictions administratives. Je peux vous assurer que peut-être qu'au niveau de la politique carcérale française, peut-être que les magistrats réfléchiraient à 2 fois avant d'incarcérer massivement alors qu'il n'y a plus de place dans les prisons. Donc ça, c'était pour mon premier point, c'était de dire, nous, avocats, on a un rôle à jouer et on doit intervenir plus massivement devant les juridictions et de manière utile et professionnelle. Et donc là, c'était mon point sur la formation. Mon deuxième point, c'est la culture des magistrats. Moi, j'ai jamais croisé, alors on va dire, ça fait 8 ans que je suis avocate, donc je me considère comme une jeune avocate. J'ai jamais croisé de magistrats en détention, à part les JAP. Mais j'ai jamais croisé de procureur de la République. J'ai jamais croisé de juge d'instruction. Et j'ai jamais croisé de juge du siège du tribunal correctionnel, ou même de la cour d'assises. Et pourtant, ce sont ces personnes qui incarcèrent. Et quand on leur parle de la prison, je vais revenir sur l'exemple de la maison d'arrêt de Nanterre, où on était sur une question de détention, mon client était en détention provisoire, où la juge d'instruction, qui avait saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit placé en détention provisoire, quand je lui ai dit voilà dans quelles conditions vit mon client à la maison d'arrêt de Nanterre, sa seule réponse, ça a été « Écoutez, maître, 2-3 cafards, c'est le seul à se plaindre, il va s'y faire. » Voilà. C'est ça la réponse aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mon propos, c'est absolument pas de taper sur les magistrats ou l'administration pénitentiaire, ou j'ai même plus tapé sur les avocats pour le moment dans cette intervention. C'est de dire, je pense que les prisons gagneraient, et tout le monde, la chaîne judiciaire gagnerait en fait à aller en prison, et les prisons gagneraient à avoir leurs portes ouvertes, à ce qu'on puisse circuler librement. Ce qu'un magistrat, il a le droit d'aller, le magistrat, il n'a même pas besoin de prévenir, il toque à la porte de la prison, on doit lui ouvrir. Donc il n'y a pas de sujet. Alors après, bon, c'est un autre débat, le budget, est-ce qu'ils ont le temps, pas le temps. Mais moi, je trouve que les magistrats qui sont quand même décisionnaires dans est-ce qu'on incarcère ou pas, devraient plus souvent pousser la porte
des prisons pour se rendre compte c'est quoi dormir à 4 dans 9 mètres carrés. Ça représente quoi? C'est quoi manger sur une table qui fait même pas 50 cm alors que à 4, alors que l'un des codétenus est aux toilettes. C'est très pratique. Il n'y a pas de porte, c'est des portes battantes quand ils ont la chance d'avoir 2 portes battantes. C'est quoi de vivre à 3 dans une cellule alors qu'il y en a un qui se lève à 11h du matin, l'autre à 7h, un qui veut aller au sport, etc. Donc ça, c'est très pratique et il suffit juste de pousser les portes et d'y aller. Alors, c'est peut-être un peu simpliste, mais moi, je pense que les magistrats qui sont décisionnaires doivent aller régulièrement en prison et siéger également en prison. Par exemple, les débats sur la prolongation de la détention provisoire, ils pourraient se tenir en prison. Ça permettrait aux magistrats de voir ce qui s'y passe aussi et de comment vit la personne. Et le troisième frein, on l'a abordé, c'est sur la question de la procédure pénale en elle-même. La comparution immédiate, c'est en effet, on l'a dit, c'est celle qui pourvoit le plus de places de prison. Et ce sont des peines qui sont lourdes, qui peuvent aller jusqu'à même plus de 10 ans en cas de récidive. Donc on est sur une procédure qui, et en plus, où on voit que c'est souvent les personnes pauvres, pour revenir au cœur du sujet, c'est souvent les personnes pauvres qui sont devant les tribunaux correctionnels qui siègent sous la forme de la comparution immédiate, parce que en effet, c'est efficace et c'est pratique pour les parquets. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de logement, on ne sait pas vraiment où les trouver, donc si on les met sous contrôle judiciaire, est-ce qu'elles vont vraiment se présenter par la suite? Donc on prend un peu la solution de facilité qui est la comparution immédiate. Et moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience qui est purement personnelle et empirique, c'est que souvent les personnes pauvres, on ne prend même pas le temps. En fait, souvent les magistrats, ils laissent leur chance en fait, aux personnes qui se retrouvent devant leur juridiction. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer par un tige, ensuite par du sursis, et puis ils montent en grade, et puis bon, au bout d'un moment, ils tapent un peu plus, et là, c'est de la prison ferme avec mandat de dépôt. Mais en comparution immédiate, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus la personne était pauvre, donc avait des problèmes au niveau de ce qu'on appelle des garanties de représentation, pas de logement, pas de travail, pas de famille, peu de liens sociaux peu de structures autour d'elle, on tapait tout de suite sur la prison. Et en fait, c'est le cercle vicieux qui démarre, c'est-à-dire que la prison, c'est des petites peines, donc c'est 3 mois, puis elle va sortir, et puis après 3 mois, 4 mois, 6 mois, et puis petit à petit, on monte comme ça. J'en ai même un en comparution immédiate, où j'ai le président qui appelle mon client « Bonjour, monsieur Schmurt, vous ne me reconnaissez pas ?» C'était moi, il y a 4 mois. Donc on se retrouve encore devant. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, c'était 3 mois. Là, il en a mis 3 mois de plus. Donc en fait, on est un peu dans le cercle vicieux. On est sur une procédure qui broie, il n'y a pas d'autre terme, qui broie l'individu, et où en réalité, on n'a pas de solution parce que c'est des petites peines de prison. Bon, à la fin, ça commence à faire 1 an, etc., qui s'accumulent. Et en fait, on n'arrive pas à les sortir de là parce que sur les courtes peines, et j'en ai fini, sur les courtes peines, globalement, en prison, on ne propose rien. L'administration pénitentiaire, en fait, elle n'a pas le temps d'investir dans ces personnes-là. Elles se disent, ils sont là un peu en transit, ils vont sortir dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc moi, j'ai peu de travail, donc je vais plutôt les donner aux peines un peu plus longues. J'ai peu de solutions pour eux, et donc elles ressortent en sortie sèche, sans solution. Merci beaucoup. Alors, on va écouter le mea culpa de Serge Portelli comme ancien magistrat. Ma peine, c'est ma très grande peine. Non, je ne vais pas faire ça. Mais bon, 10 minutes juste pour introduire le débat, puis ensuite, ce qui sera intéressant, c'est le débat avec vous. Moi, je dirais que ce qui est quand même le pire dans le domaine de la prison et des peines dites alternatives, c'est l'état de l'opinion publique et la situation actuelle politique en France. Parce qu'on peut dire, il y a plein de choses horribles à dire sur les avocats, tu l'as fait, sur les magistrats, je vais le faire. Mais même si un jour, par extraordinaire, par un miracle auquel je ne crois pas, tous les avocats et tous les magistrats étaient tout d'un coup mobilisés contre la prison et menaient des actions de grande envergure pour les peines alternatives, est-ce que ça changerait quelque chose dans un pays où aujourd'hui on est en plein débat
électoral de première grandeur, et où le thème, on dit, c'est le thème de la sécurité. Bah oui, c'est le thème de la sécurité, mais c'est le thème de la prison, c'est le thème des peines, c'est le thème aussi des peines, ce qu'on appelle alternatives. Voilà. Et ça, on en discute aujourd'hui dans le débat. Quand vous regardez des émissions d'information actuellement sur la campagne électorale et les propositions, on en entend des choses là-dessus. Et moi, tout à l'heure, je ne veux pas être méchant, mais j'étais vraiment désolé que les responsables d'Emmaüs et du Secours catholique disent « Oh, bah non, c'est pas la peine d'y aller parce qu'on ne va pas nous entendre. » Mais si, c'est le moment ou jamais. Il faut faire un débat, il faut inviter tout le monde. De toute façon, ils ne viendront pas en personne, ils enverront un sous-fifre, un porte-parole, n'importe quoi. Mais il y aura un débat. Il faut vraiment que ça sorte parce qu'on en a tous marre d'entendre tout ce qu'on dit actuellement sur le thème dont on discute. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend ? Rien sur les peines alternatives, évidemment. Si, quand Balkany est en prison. Alors là, c'est génial. J'ai jamais vu autant de débats sur le bracelet électronique. C'est vraiment extraordinaire. Il y a tout. Il y a tout. On a même des interviews de Balkany dans son château, dans une superbe... un salon extraordinaire avec des fauteuils magnifiques, avec une journaliste qui le tutoie et qui lui dit « Mais comment ça va se passer pour vous ?» quoi. Enfin, c'est tragique. Le débat, c'est ça. Donc, mais il y a aussi qui va demander le plus de places de prison supplémentaires. C'est ça. C'est ça actuellement. Et c'est une course à l'échalote infinie. Donc là, je ne sais plus, on en est à 10 000, 15 000, 20 000, qui dit plus. C'est les enchères. Ou alors on a des propositions tout aussi foldingues, enfin, Valérie Pécresse, pour ne pas la citer, qui propose dans ces moments de lucidité que le bracelet électronique, ben, c'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est mettre ces gens qui ont déjà le bracelet électronique, c'est les mettre dans des lieux, dans des centres qu'on va créer, des centres, alors bon, ce ne sera pas des prisons, mais ce sera des bâtiments désaffectés. Voilà, des bâtiments désaffectés où on pourra un peu les entasser, enfin, je ne sais pas, des vieilles casernes, des vieilles prisons, ça doit exister, ou dans des églises qui sont plus occupées. Enfin, non, mais c'est ça, c'est ça. Ou alors c'est la proposition, alors ça va tout à fait dans le sens de ce que vous proposiez, de faire payer les détenus. Faire payer les détenus parce qu'ils sont en prison. Donc là, on en est à des débats, est-ce qu'on va leur demander 20 €, 50 €, voilà. Il y a un certain nombre d'âmes charitables qui parlent de ça. Donc, enfin, je ne sais pas si vous voyez où on en est. C'est absolument aberrant. Donc, il faut que quelqu'un porte un autre discours. Ce quelqu'un, ben, c'est vous, c'est nous. Enfin, mais il faut que ce soit un débat d'importance sur BFM, peut-être même, pourquoi pas, dans l'Entre du Diable, à CNews, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis écoutez ce que ces gens-là ont à nous dire. Voilà. Donc, tant qu'il n'y aura pas ce débat public de grande ampleur et qui sera vu ou entendu à un moment donné par l'opinion publique, bah oui, c'est sûr qu'on va convaincre tous ceux qui sont déjà convaincus, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Donc je pense qu'il faut passer à une étape supérieure. Alors, bon, effectivement, il y a tout un tas de choses à faire. Il y avait 25 propositions, elles sont toutes excellentes. Il pourrait y en avoir 100, c'est ce qu'on a dit, pas de problème. Voilà. Mais bon, c'est vrai, les magistrats et les avocats sont parmi les plus exposés, enfin, ceux qui ont quand même un peu un pouvoir de décision ou de suggestion. Donc c'est un peu à eux de se remuer. Alors moi, je rends hommage à ce que tu fais, à l'association qui a été créée il y a assez peu de temps. Mais c'est vrai que on dit qu'on ne voit pas beaucoup de magistrats en prison, mais bon, on voit des avocats en prison. Alors, moi, maintenant que je suis passé de l'autre côté, je sais très bien qui on voit en prison. Ce n'est pas les ténors du barreau. Ceux-là, si vous en voyez un jour, bon, sauf peut-être si un jour Sarko ou Fillon va en prison, ceux-là, vous ne les voyez pas. Hein. Non, non. Qui est-ce qu'on envoie en prison? Qui est-ce qui va en prison? Ben, des gens hyper convaincus, comme toi. Voilà. Mais ils ne sont pas quand même des milliers. Hein. Voilà. Non, c'est les petits collaborateurs, ceux qui débutent, ceux qu'on envoie au charbon. Voilà. Alors c'est bien, hein, parce que c'est une formation assez extraordinaire. Mais moi, j'aimerais bien que
ces avocats qu'on entend sur les plateaux, qui font des grands discours, qui deviennent bâtonniers ou bâtonnières, tout ça, qu'ils y aillent. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été assez surpris de voir que la Cour de cassation avait dit « Ah non, quand monsieur Maître Intel, vous êtes désigné comme avocat, eh ben, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui est simplement collaborateur. Non, non, c'est vous qui devez y aller. Si vous n'êtes pas sur le permis, pas possible. » Et alors là, il y a une mobilisation fantastique des avocats. Je me suis dit, ah, ça y est, enfin, ils s'intéressent au président. Non, non, c'est simplement pour dire à leurs copains Dupond-Moretti, enfin anciens, faut faire une circulaire pour aller contre cette décision inouïe de la Cour de cassation. Ah bah, le ministre de la Justice a immédiatement pris une circulaire, et maintenant, eh ben, les grands ténors peuvent continuer à leur envoyer en détention les petites avocates, voilà, qui vont faire le boulot, qui vont connaître un petit peu effectivement la réalité de la prison. Parce que quand on est avocat, on peut le faire aussi quand on est magistrat, et ben quand on met 3 quarts d'heure pour entrer dans une prison, quand on passe 36 portiques, quand on est obligé quasiment de se déshabiller pour entrer, quand on est ensuite dans un parloir qui est quand même mieux qu'une cellule, qui fait, je ne sais pas, peut-être 4 mètres carrés, voilà, on se rend compte assez rapidement quand même, en passant dans les couloirs, en regardant les choses, en écoutant les bruits, en sentant les odeurs de ce qui se passe réellement. Mais moi, j'aimerais bien que tous les avocats y aillent. Tous. Et surtout ceux qui ont la parole. On en est encore très loin. Je suis un peu désolé d'être un peu acerbe vis-à-vis de mes nouveaux confrères et consoeurs, mais je pense qu'il faut quand même passer par là. Hein. Et puis, les avocats, les magistrats, bon, c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup. Hein. Moi, depuis que je suis avocat, je n'ai pas encore vu un seul magistrat en prison. Voilà. Mais on a inventé un truc assez chouette, qui est quand même la visioconférence. Et la visioconférence, c'est super, parce que ça permet de rien sentir, de rien voir, d'avoir un écran. Et puis, paf, vous savez, on zappe, hein, c'est terminé, au revoir monsieur. Voilà. Donc, souvent, d'ailleurs, les avocats qui assistent aux visios ne sont pas en prison, mais à côté du magistrat. Donc, on reste entre nous, c'est plutôt quand même, c'est plus sympa et c'est plus hygiénique, quand même, faut le dire. Voilà. Donc, c'est vrai que les magistrats n'y vont pas. Je vais terminer par là, mais on peut quand même y aller. Hein. C'est, comme tu le disais, il n'y a absolument rien d'interdit. Simplement, on n'a pas le temps. C'est vrai que quand on voit les 7000 magistrats qui signent une tribune en disant qu'ils sont submergés, surchargés, enfin bon, c'est vrai, comment est-ce que vous pouvez trouver le temps d'aller en prison? Mais c'est quand même dommage, parce que c'est vraiment... moi, quand je parle avec des enfants sur le juge, ils me disent souvent, parce que j'ai des petits-enfants, ils me disent « Ah, le juge, c'est celui qui met en prison. » Voilà, donc c'est un petit peu dans la culture commune. Voilà. Donc si c'est vraiment celui qui met en prison, ça serait bien qu'il y aille. Et que sa décision soit vraiment une décision, j'allais presque dire, scientifique. Parce que pour moi, mettre en prison, c'est comme décider d'une opération chirurgicale. Quand vous devez passer sur le billard, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas vous dire, comme en comparution immédiate, bon allez, on y va dans 5 minutes. Non, non, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses, on fait plein d'examens, voilà, parce que c'est quelque chose d'important. Il y a la vie qui est en jeu, il y a la santé qui est en jeu. Mais mettre en prison, c'est pareil. C'est pareil. C'est la santé qui est en jeu. C'est la liberté qui est en jeu. C'est la vie, parfois, qui est en jeu. Hein, le nombre de suicides en prison, de maladies en prison, etc., c'est absolument effarant. Mais non, on fait ça un peu à la chaîne. Et tu as raison que les comparutions immédiates, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et maintenant que je vois ça du côté de l'avocat, c'est encore plus horrible que je ne l'imaginais. Avoir le temps de parler, être écouté, c'est quasiment un exploit. Et à partir de quoi? Parce que quand vous êtes en comparution immédiate, même s'il y a un renvoi, vous devez immédiatement recueillir tout un tas de documents. Parce que, comme on l'a dit ce matin, je vais presque terminer, il faut convaincre le juge de ne pas mettre le client en prison. Mais pour ça, il faut réunir des pièces, il faut voir la famille, il faut discuter avec l'intéressé. Ça prend un temps fou. Et ce n'est pas en 2 coups de cuillère à peau qu'on va y arriver.
Alors, il y a quelques années, on avait inventé, j'en parle rapidement, mais des enquêtes sociales rapides. On avait fait ça parce qu'on se disait, l'enquête sociale rapide, ça va fournir aux magistrats des éléments pour choisir autre chose que la prison. Et moi, j'ai participé, j'étais membre de beaucoup d'associations, notamment une très importante qui s'occupe des enquêtes sociales rapides. Et donc, du coup, je connais l'envers, je connais le dessous des cartes, je connais les budgets. Et je me souviens de réunions du conseil d'administration où on disait on a de moins en moins de subventions. Vraiment, c'est tragique. Donc, et on disait, jusque-là, on avait programmé des enquêtes sociales rapides qui duraient 30 minutes. Mais maintenant, comme on a baissé les subventions, on a calculé, on ne peut pas consacrer plus de 23 minutes. Voilà. Et vous pensez qu'en 23 minutes, la personne, ce salarié de l'association, aura le temps de tout vérifier, de proposer un certain nombre de solutions, d'hébergement, de travail, etc., enfin, de formation. C'est absolument impossible. Ce qui fait qu'on arrive à des rapports qui n'apportent rien et qui n'ont jamais changé quoi que ce soit à la réalité des comparutions immédiates. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous lisez tous les livres de Dominique Simoneau, tous ses articles, vous prenez tous les articles du Canard enchaîné et sa dernière interview. Voilà, donc on en est là. Eh bien, après ce bel optimisme, je donne la parole à la salle pour quelques questions, ou autant de questions que vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait passer le micro, mais sinon je vais vous passer le mien, puis vous pourrez le faire passer ensuite à ceux qui posent des questions. Merci. Je m'appelle Marianne Roger, je fais partie de l'association Auxilia. Je me suis inscrite à cet atelier parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur les dispositifs alternatifs à la prison et aux poursuites. Je suis d'accord aussi quand on arrive au sujet, s'il vous plaît. Je voulais continuer sur ce qui a été dit jusqu'à présent et rebondir sur les propos de Serge Portelli. Nous vous connaissons tous de votre période de magistrat. Maintenant, vous êtes avocat. Vous avez parlé du poids qu'auraient des grands avocats, ce qu'on appelle les maîtres du barreau, les gens qui ont pignon sur les plateaux de télévision, etc. etc. Nous sommes ici pour les constats, mais nous sommes aussi ici pour des propositions, voire des engagements. Est-ce que Serge Portelli, qui se trouve face à nous, serait capable, dans les semaines à venir, de mobiliser de 5 à 10 grands maîtres du barreau français pour justement porter la question de l'indignité carcérale et qu'au nom de vos principes citoyens, au nom de vos principes professionnels, vous dites aux politiques, ça suffit. Nous n'acceptons plus d'intervenir et de défendre des gens qui vivent l'indignité au carré quotidiennement, des années, voire des décennies. Est-ce que M. Portelli est capable aujourd'hui d'avoir un tel engagement en sachant qu'effectivement des engagements, vous en avez beaucoup, mais nous sommes à une période charnière, on l'a dit aujourd'hui, par rapport aux élections à venir, et vos voix sont importantes. Il faut que nos concitoyens et concitoyennes vous entendent sur le sujet, vous serez écoutés. Chiche, eh ben, très bien, nous allons organiser ça. Peut-être, avant de continuer dans les questions, peut-être Juliette, tu pourrais nous faire une petite synthèse justement sur l'état actuel des alternatives à la prison. Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être qu'on peut revenir sur le terme d'alternative à la prison, qui à mon avis est un mauvais terme parce que la loi, et elle le prévoit depuis longtemps, même si en 2018 on a eu une énième réforme qui est venue rappeler le fait que la prison, en principe, que ce soit en incarcération ou en détention provisoire, donc avant d'être jugé, c'est ce qu'on appelle l'ultima ratio. Donc c'est, en principe, c'est la prison, c'est la dernière, en réalité on devrait parler comme ça, la prison c'est la dernière alternative possible.
Ce qui arrive avant la prison, c'est ça le principe. Et la prison, c'est l'exception. Et en peine, vous avez une multitude de peines. Vous avez le TIG, donc ça, c'est les travaux d'intérêt général. Ça, on a eu en 2018 une volonté du législateur. Alors, est-ce qu'elle est réelle ou pas, ça reste à démontrer, de valoriser le travail d'intérêt général en se disant ça fait participer la personne condamnée à une œuvre sociale, donc que ce soit pour une association. Ça a été ouvert avant, il n'y avait que le secteur associatif, si je ne me trompe pas, qui pouvait accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général. Ils ont ouvert aux entreprises RSE, donc aux entreprises responsabilité sociale et solidaire et sociale, bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils ont ouvert le nombre de personnes qui pouvaient accueillir des personnes condamnées pour travail d'intérêt général. Autre point, ils ont créé une plateforme. C'est-à-dire que pour, en quelque sorte, rassurer le TIG quand l'avocat, rassurer le juge quand l'avocat plaide un TIG, et les avocats ont accès à cette plateforme pour savoir, dans notre secteur, on va dire dans notre région, qui a des places. Quelle association, quelle entreprise propose là une place libre pour un TIG. Ça permet de rassurer le magistrat, de dire, bah voilà, moi je vous plaide une peine, et en plus, elle peut être effectuée rapidement parce que là, je vois qu'il y a 4 places à tel endroit, c'est à côté du domicile de mon client, etc. Donc il y a eu cette volonté du législateur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelait le SME, ça s'est transformé en 2 peines. Vous avez le sursis probatoire maintenant. Le sursis probatoire, ça va permettre aux magistrats de rappeler en gros solennellement la loi, de soumettre la personne à un certain nombre d'interdictions et d'obligations, mais on va dire plutôt light. Donc c'est plutôt pour quelqu'un d'inséré. Et vous avez cette peine un peu qui a été présentée comme la peine magique, l'alternative, alors j'utilise ce terme, mais en tout cas vraiment la peine qui devrait permettre à une personne qui n'est pas très bien insérée, qui a une problématique sociale ou sanitaire, c'est le sursis probatoire renforcé. Et notamment, ce sursis probatoire renforcé, donc ça permet un suivi beaucoup plus rapproché à des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes de santé, notamment avec les stupéfiants, qui ont des problèmes pour trouver un travail. Ça permet en principe un suivi très renforcé de la part du SPIP. Donc là, l'idée, c'était de dire, en réalité, ce qu'on appelait l'ancien sursis mis à l'épreuve, ça correspond à des personnes qui sont plutôt insérées, et donc là on peut faire un suivi plutôt light et on peut faire un suivi beaucoup plus, se concentrer sur les personnes qui en ont vraiment besoin. Ce qu'on voit en réalité, c'est que le sursis probatoire et le sursis probatoire renforcé, pour revenir au thème un peu de la journée sur le lien prison-pauvreté, c'est que c'est souvent des personnes en réalité qui ont au moins déjà un logement, et qui ont déjà travaillé de manière à peu près stable. Ce sont ces personnes-là à qui ces peines sont proposées, et qu'en réalité, là encore, on a ce réflexe, et ça se voit dans les chiffres. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais en France, on est quasiment number 1 en termes d'incarcération. Chaque année, ça augmente. Ça ne fait qu'augmenter. Et donc, en fait, les personnes pauvres, le réflexe un peu du magistrat, ça va être en principe ce dernier recours qui est la prison. Je vous prends un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, c'était une personne qui est dans un cercle vicieux de prise de stupéfiants et en particulier de crack. 15 mentions à son casier judiciaire. Donc là, en comparution immédiate, on a fait sa 16e. La seule chose qu'on lui a proposée en 15 ans, c'est la prison. Lui, il n'a jamais eu d'alternative. Il n'a jamais pu bénéficier. Pourquoi ? Parce que ça fait 15 ans qu'il est SDF, en fait. Et donc, il n'y a pas un seul magistrat, une seule composition, et il passe tout le temps en comparution immédiate, qui s'est dit, j'ai peut-être utilisé la loi, en fait, parce que le législateur, en fait, le magistrat est soumis à la loi, et il me dit que ça doit être la dernière solution. Et en fait, cette personne, elle n'a jamais eu d'alternative à la prison. On lui a proposé que ça. Et en fait, juste en réfléchissant au sens de la peine, parce qu'une peine, elle doit avoir un sens. Si c'est pour mettre en prison, pour retrouver la personne 3 mois plus tard, ça n'a absolument pas de sens.
en 15 ans, 15 peines, ben, on en est toujours à le retrouver en comparution immédiate. Donc il y a aussi la question de est-ce que la prison sert à quelque chose? Est-ce que ça permet une prise en charge sanitaire? Et là, justement, ben, c'était possible. On pouvait avoir un sursis probatoire renforcé. Ça n'a pas été décidé par le tribunal correctionnel qui a décidé de l'envoyer en prison. Mais typiquement, lui, rentrait dans ces cases-là. Mais ce qu'on voit, ben, c'est que c'est encore dur pour les magistrats de considérer qu'une personne pauvre, sans logement, avec une problématique de stupéfiants, ben, elle passe plutôt par la case prison plutôt que par une prise en charge sanitaire et sociale. Ah oui. Et évidemment, le bracelet, il y a le bracelet électronique. Donc ça, c'est une des alternatives à la prison et qui est en réalité la peine que vous effectuez sous surveillance électronique, c'est assimilé à des jours de prison. Enfin, vous êtes écroué. Donc vous avez également, alors c'est maintenant la détention à domicile, mais vous avez la surveillance électronique qui est, je crois, la deuxième peine la plus prononcée en France après la prison. Il faut éviter juste d'avoir un chien parce qu'on est obligé après de le suivre dans le parc et c'est toujours compliqué. Jardin. Et un grand jardin. Oui, question. Oui. Non, c'était pour compléter et le relier à ce qu'on a dit en préliminaire. C'est que pour prononcer ces peines-là, il faut que le juge dispose d'un certain nombre d'informations. Si vous ne savez rien de la personne que vous avez en face de vous, le juge il va reculer, il va se dire je ne vais pas faire un pari sur son avenir ou sur sa réinsertion. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de renseignements sur la famille, le domicile, l'hébergement, son parcours professionnel, les diplômes éventuellement qu'il peut avoir, sur son état de santé. C'est parce que vous avez quand même énormément de toxicomanes ou d'alcooliques, surtout dans les affaires de comparution immédiate. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous avez quelqu'un en face de vous, au hasard. Vous devez recueillir tout un tas de renseignements sur cette personne, qui se trouve en garde à vue, donc coupé d'absolument tout. Voilà. Comment, en 23 minutes, allez, une demi-heure, vous allez recueillir tous ces renseignements? C'est ça, la problématique actuelle de la justice, surtout en comparution immédiate, où on vous a dit qu'effectivement, c'était de plus en plus utilisé, c'était le grand fournisseur de l'emprisonnement. Donc voilà, si vous n'avez aucun outil et aucun service sérieux, et donc disposant de suffisamment de moyens pour réunir tout ça, eh bien, le juge, il va aller quasi spontanément, presque par réflexe pavlovien, j'allais dire, vers l'emprisonnement. Parce que là, au moins, vous ne prenez pas de risque. Donc, la question, c'est aussi une question de moyens et en même temps de culture judiciaire au sens large. Voilà. Il faut que l'avocat déploie, mais alors des trésors d'inventivité et dispose d'un temps infini pour... et moi, je le vois actuellement tous les jours. Enfin, j'ai des gens en comparution immédiate. Comment en 24 heures, même pas 24 heures, le temps d'être saisi, comment en 3-4 heures, vous pouvez réunir tous ces documents-là pour convaincre le tribunal? Et même s'il y a un renvoi, eh bien, il faut disposer de beaucoup de temps. Le temps, quand on est avocat, c'est aussi de l'argent. Donc vous faites des choix. Et puis ensuite, devant le tribunal, il faut que vous ayez des magistrats qui soient sensibles à la question. Voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, le problème des comparutions immédiates, c'est aussi largement le problème de la récidive et le problème des révocations. Révocation d'un sursis probatoire, révocation d'un bracelet électronique, etc., etc. On n'a pas parlé du contrôle judiciaire, qui est quand même une mesure alternative qui était importante, qui aurait dû, comme toutes les autres mesures, réduire le champ de la prison, mais qui a complètement échoué de ce point de vue-là. Donc c'est d'autres personnes, d'autres justiciables qui finalement, sans que la prison bouge, sont soumis à des mesures de contrôle et de surveillance. Donc vous voyez, il y a un lien très étroit.
On peut rentrer effectivement dans la technique de chacune de ces mesures, mais il faut au préalable qu'elles puissent exister. Et pour qu'elles puissent exister, eh bien, il faut tout un travail qui doit être mené par l'ensemble des corps judiciaires. Hein. Donc les associations, les magistrats, les avocats, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à l'œuvre de justice, y compris les associations dont vous faites partie. Alors, on va prendre effectivement les 2 questions. Oui, j'ai noté 3-4 questions. Alors. Oui. Je suis d'Emmaüs et je voulais revenir sur le ton un peu désespéré que Serge Portelli nous a donné. Alors, ce n'est pas du tout accusateur, ni rien du tout. Hein, je comprends bien que la question n'est pas facile. Je ne voudrais quand même pas laisser passer comme ça l'idée qu'à Emmaüs ou dans d'autres organisations, on est capitulé sur le fait de rencontrer les candidats. Si on le fait, c'est parce qu'on l'a fait de nombreuses années et qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de chances d'être utilisé dans la relation et l'usage qu'en font les candidats par la suite, davantage que de répondre à nos questions. Hein, quand on rencontre les candidats, et on l'a fait pendant des années, on s'est aperçu qu'un certain nombre de questions, il y a celle des prisons, il y a celle de l'immigration, il y a celle du logement. Et on voit bien, par exemple, que nos amis de la Fondation Abbé Pierre ont réussi à faire parler un tout petit peu mais la réponse de Macron a été... voilà, enfin, je vous la laisse apprécier. Voilà. Ceci dit, je veux dire, on n'a pas lâché le bout. L'idée, c'est justement peut-être d'interpeller un niveau où on est peut-être un peu plus entendu. Là, les choses que je voudrais souligner, parce qu'on l'a entendu dans le débat ce matin, c'est le fait que ça fait partie des causes très difficiles à vendre. Ça, c'est comme ça, c'est la réalité. Et qu'effectivement, il y a tout un travail, un peu d'approche et de mobilisation par l'humain, etc. Je suis très content, d'ailleurs, je voulais vous dire, je suis très content de ce débat parce que ça éclaire un certain nombre de questions que je me posais ou que nous posions et qui nous donne un peu quelques horizons. Voilà, je voulais quand même souligner qu'on n'avait pas capitulé comme ça devant le débat public. Non, mais c'est pas une critique que je vous porte. Non, mais et je ne suis pas non plus catastrophiste ou pessimiste. Simplement, si vous ne voyez pas, si nous ne voyons pas la réalité en face, eh ben, on va continuer à se rencontrer entre nous et puis essayer de se réconforter. Et Dieu sait qu'on en a bien besoin, voilà. Mais moi, ma vie, c'est un combat permanent depuis 50 ans, voilà. Donc, c'est pas du tout faire un constat terrible comme on le fait tous les deux. Ça ne veut pas dire capituler. Au contraire. Moi, plus j'entends Pécresse, Zemmour, Le Pen, plus j'ai envie de me battre. Voilà. C'est pas de dire ça y est, bon, de toute façon c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Non, au contraire. Et je trouve qu'on a encore énormément de choses à dire et à proposer, notamment sur la prison, qu'on considère comme une sorte de fatalité, alors qu'il faut faire table rase des prisons et construire quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec ce qui existe aujourd'hui. Voilà, donc on a un boulot mais extraordinaire. Et les peines soi-disant alternatives, c'est pareil. C'est pareil, on parlait des tiges. Des tiges, effectivement, ça a bougé, ça a frémi un petit peu du côté de Macron et du gouvernement. Mais il y a un boulot mais fantastique, puisque le tige, pour moi, c'est la peine la plus intelligente qui soit. Mais pour qu'elle puisse exister, alors il y a eu effectivement ces plateformes, la création d'une agence. Donc oui, il y a un vrai boulot. Mais ça suppose une mobilisation, mais à l'échelle nationale, mais une mobilisation fantastique, mais vraiment extraordinaire, pour que l'ensemble de la société puisse proposer des postes. Voilà. Donc ça, c'est les avocats qui doivent s'y mettre, c'est les magistrats, c'est vous les associations. Et on est encore très très loin du compte, parce qu'il y a énormément d'endroits où on pourrait accueillir des tiges. Voilà. Donc tout ça, ça reste à faire. Le tige a été créé en 1983. Bon, ça fait quand même un bail. Et quand vous regardez les statistiques des tiges depuis le temps, ça c'est monté tout doucement un petit peu. Et depuis, c'est désespérément stable. Les mesures de tige prononcées par les magistrats sont stables depuis des décennies. Voilà. Donc il faut faire quelque chose. Mais ça suppose vraiment une mobilisation de grande ampleur. De grande ampleur. Et n'oublions pas que dans un mois, Serge Portelli sera sur les marches du palais de justice avec l'ensemble des grands avocats parisiens et de la France. Dans une semaine.
Bon, je voudrais rebondir, si vous voulez bien, sur ce que vous venez de dire, parce que vous parlez beaucoup comment dirais-je, de comparution immédiate. Mais il y avait des dispositifs, et il y en a encore, qui sont émergents. Il y avait des dispositifs en complément du TIGE, c'était les jeunes en équipe de travail, qui avaient été créés par l'amiral Marc de la Perrière dans les années 80, qui ressemblent un peu au TIGE, mais c'est plutôt pour les jeunes. On n'en entend plus parler. Savez-vous pourquoi? Qu'est-ce que c'est devenu? Pour ma part, je ne le sais pas. La deuxième chose a été évoquée tout à l'heure, ce matin, dans cet amphi, la ferme de Moyen-Brie. Et j'ai eu la chance, avec mon équipe, de visiter la ferme de Moyen-Brie, qui est aussi une alternative, non pas pour éviter l'incarcération, mais pour raccourcir les incarcérations. C'est quelque chose que j'ai trouvé absolument formidable, que Emmaüs a mis en place. C'est pour moi un dispositif émergent. Est-ce que quelqu'un ici peut dire où est-ce que nous en sommes? Est-ce que Moyen-Brie est toujours un exemplaire unique, ou d'autres structures comme Moyen-Brie se créent, se mettent en place et développent? C'est vraiment là aussi des dispositifs alternatifs. Alors, il y a aussi une autre... Et la parole à Gabi sur le sujet. Oui, si je peux me permettre juste une réponse directe sur la ferme de Moyen-Brie. Aujourd'hui, il y a un projet d'essaimage de cette initiative qui est portée par Emmaüs. Et donc aujourd'hui, on a 5 structures, je crois, qui sont ouvertes sur la France. Et l'objectif, là, est d'en ouvrir 10, une par région judiciaire. Et donc, on a 5 autres structures qui sont actuellement en projet et c'est des projets en fait qui mettent assez longtemps à se développer puisqu'ils dépendent de différents ministères. Enfin voilà, c'est des projets qui sont assez longs, mais qui continuent d'être portés par Emmaüs. Peut-être qu'on va prendre quelques prises de parole en même temps. Il y a pas mal de personnes qui ont levé la main il y a un petit moment. Si vous pouvez relever la main un petit peu haut. Voilà, de l'autre côté, là-bas, pour compléter sur la question des fermes, effectivement, c'est généralement 15 à 20 places. Et elles ne sont pas toutes remplies, ce qui montre bien les difficultés encore de coordination entre d'un côté les services pénitentiaires et de justice et ce que font les associations. Question. Quelques précisions. Votre confrère maître Dupond-Moretti venait régulièrement au centre de détention de Bapaume avec sa belle voiture. Donc il y a notre garde des Sceaux qui venait en détention, donc il a bien connaissance de la difficulté. Deuxième point, vous abordiez tout à l'heure, Maître Chapelle, la difficulté des gens à engager une procédure au TA, au tribunal administratif. Je vous parle en connaissance de cause, j'ai été étiqueté procédurier, pas de permission, pas de conditionnel. Ça ne donne pas envie d'aller en procédure. C'est l'un des gros problèmes, ça a été dans le rapport, je crois, 2013 du CGLPL, lorsque c'était Jean-Marie Delarue qui avait fait toute une section sur la figure du procédurier. Et en effet, hein, moi, je comprends tout à fait la difficulté pour les détenus, mais je pense qu'il y a d'abord un problème d'accès à l'information pour les personnes détenues sur leurs droits. Et après, en effet, c'est très difficile pour un détenu de porter sur ses épaules un recours contre l'administration pénitentiaire. J'en sais quelque chose, ou plutôt l'un de mes clients, c'était d'un coup, les fouilles à nu, elles étaient plus régulières. On oubliait de lui ouvrir la porte pour aller en promenade, on oubliait la cantine, on oubliait les repas, on l'a mis dans une aile spécifique avec les personnes qui sont là pour des infractions à caractère sexuel. Donc lui après il voulait plus sortir parce qu'il avait peur justement qu'on l'agresse. Donc non, c'est la figure du procédurier qui est très bien décrite dans ce rapport de 2013 et qui démontre bien toutes les techniques de l'administration pénitentiaire pour créer l'omerta en prison. Il y a quand même assez peu d'avocats qui sont formés, j'allais dire, au droit pénitentiaire, et notamment des spécialistes du droit public. Parce que quand on est pénaliste, normalement, au départ, on n'est pas publiciste. Voilà. Donc c'est quand même assez difficile de se former, d'autant plus que c'est un contentieux, une jurisprudence qui sont récentes. Il y a tout un tas de décisions du Conseil d'État ou des tribunaux inférieurs qui ne sont pas connus. Il faut vraiment aller piocher, il faut avoir une formation. Voilà. Et ce qui explique qu'on n'y pense pas spontanément. Voilà. Donc, il y a effectivement aujourd'hui
la jurisprudence sur les conditions indignes. Mais comme tu le disais, il faut voir ensuite comment l'administration pénitentiaire réagit à ces procès, qu'ils soient perdus ou qu'ils soient gagnés. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est que une fois que la décision est rendue, qu'est-ce qui se passe? On va pas, rassurez-vous, hein, on ne va pas changer l'architecture de la prison. Ce qui se passe, c'est que l'intéressé est envoyé dans une autre prison, voilà, où il pourra peut-être faire des recours pour le même motif. Mais je veux dire, moi j'aimerais bien que cette jurisprudence extraordinaire soit réellement suivie des faits, tout comme je souhaiterais que les rapports de la Contrôleuse générale de prison soient obligatoirement suivis des faits. Voilà. Donc c'est toujours un peu le même problème de l'efficience du droit par rapport à une réalité cruelle. Une autre question. Oui, bonjour, Antoine Lazarus. J'anime depuis presque aussi longtemps, ou peut-être plus que Serge Portelli, le groupe multiprofessionnel des prisons, qui se réunit une fois par mois depuis des éternités, qui est d'accès public, donc si vous vous connectez, c'est tout à fait possible. Je voudrais, si vous me permettez, revenir sur, parce que le temps que la parole arrive, sur la première partie, d'abord où vous avez parlé de la formation des avocats. Formation des avocats, et en sachant que la position qui est prise depuis tous entre nous est plutôt une position défensive, où vous êtes situé également, non pas du point de vue de la partie civile, mais du point de vue de la défense. Bon. Est-ce que, quand vous dites que les avocats devraient aller en prison, magistrats compris, je me demandais s'ils vont dans les CHRS, s'ils connaissent un peu les espaces de psychiatrie ou les espaces soignants, par exemple communauté thérapeutique et autres, où on s'occupe de toxicos, vers lesquels, en effet, alternative aux poursuites, on va décider de ne pas aller vers le circuit pénal, mais plutôt vers le circuit de soins. Et si je dis ça, c'est tout simplement, et pour en arriver à la question que je vais vous poser dans un instant, mais en rappelant tout de même que quand on dit sortir du tout carcéral, en France, si on prend les gens qu'on appelle sous-main de justice, donc qui ont subi une décision de sanction pénale, il y a en effet 70 000 personnes en prison, 12 000 ou je ne sais pas combien, selon les jours et les semaines sous bracelet électronique, mais il y en a 160 000, qui quelquefois montent jusqu'à 170 000, qui sont sous main de justice et qui ne sont pas en prison. Donc il ne faut tout de même pas oublier que chaque fois que nous inventons une peine dite alternative à la prison, dont la monnaie d'évaluation, ça reste la prison, puisque si vous n'êtes pas sage, vous irez en prison. En même temps, ça n'empêche pas, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, d'augmenter simultanément les places de prison. D'où ma question, d'une part, sur la formation avocat-magistrat. On essaye de le faire avec le centre collaborateur OMS à l'école de magistrature, où depuis quelques années, on a une semaine de formation continue des magistrats sur les questions santé mentale, pour le montrer que ce n'est pas seulement de la psychiatrie, mais quand on ne va pas bien dans sa tête, que les choses... Enfin bref, on ne le fait pas sur les questions de la pauvreté. On ne le fait pas sur les questions de la précarité. Et c'est un monde inconnu. Voilà, donc ce serait éventuellement une suggestion, une ouverture, aller voir où on envoie les gens. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure avoir un contact avec un SPIP pour garder, pour qu'ils sachent qu'il y a une place potentielle dans une communauté ou ailleurs. De la même manière, connaître ce que c'est qu'un CHRS ou ceux qui veulent bien accepter les gens avec un bracelet électronique. Voilà. Mais j'en arrive à la question, sortir du tout. Qu'est-ce qui punit? On en a quelquefois discuté, même dans des réunions GMP avec Serge Portelli. Qu'est-ce qui fait punition? Alors les avocats sont le go-between et l'interface entre, disons, l'opinion publique et puis la décision judiciaire, jusqu'à un certain point en tout cas. Qu'est-ce qu'on a comme argument qui peuvent donner aux uns et aux autres, nous compris, l'impression qu'il y a une punition qui est d'une autre nature que l'incarcération? En quoi est-ce que certains d'entre nous incarnent une espèce de valeur à la fois de réparation et punitive qui ne serait pas la prison? Et vraisemblablement, c'est de ce côté-là qu'il faut plus travailler. Parce que le seul débat, et j'en vais en arrêter sur ce point, le seul débat que nous avons depuis le début des années 2000, la prison, la honte de la République, c'est des questions d'hôtellerie. Enfin, que j'appelle hôtellerie, pardon, ça a l'air réducteur, mais si les gens étaient seuls dans la cellule, comme ils l'étaient à Fleury autrefois, ils se suicidaient beaucoup d'ailleurs quand ils étaient trop seuls, mais si la cellule est propre, s'ils ont de quoi manger, si les soins médicaux sont bons, au fond, la prison serait très bien. Donc on ne discute toujours de la prison que sur les aspects de saleté,
sur les aspects, tu disais Serge, quand on a le temps de s'occuper des gens, le temps c'est de l'argent. Or, en gros, il y a d'autant moins d'argent pour s'occuper des gens qui sont plus pauvres. Quand on a de quoi mettre de l'argent, mais ne serait-ce que le dossier bien monté par un avocat ou par un groupe d'amis, les peines sont différentes. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ce dispositif, pour l'instant, qui incarne pour nous la punition uniquement à travers la prison, soit quelque chose porté par une espèce de consensus social et qui dit c'est pas seulement que la prison, il faut améliorer les conditions, c'est qu'il y a des gens qui ne respectent pas la règle. Souvent, d'ailleurs, c'est lié à la précarité, donc ça renvoie évidemment à des politiques sociales de soutien un peu plus exigeantes, c'est-à-dire du point de vue d'un contre-don sur la manière de se tenir et puis sur le fait de respecter à peu près la loi. Mais en quoi est-ce que nous tous qui sortons aujourd'hui, on pourrait se dire à part la prison, il y a quelque chose qui peut paraître une espèce de consensus punitif qui ne va pas parler d'alternative à la prison, on sort le mot prison, et punir sans évoquer la prison. Voilà. C'était ça ma question. Déjà, je pense qu'un premier élément de réponse, c'est revenir au qu'est-ce qu'une peine. Quand on viole la loi, la peine, donc il y a évidemment l'idée de punition, mais en réalité, la loi aujourd'hui, elle met un élément avant l'objectif de punir, c'est l'objectif de réinsertion. Et ça, la prison, typiquement, elle ne permet pas du tout cet objectif de réinsertion. Donc si on veut sortir de la prison, c'est déjà revenir peut-être à l'essence même de la peine et comprendre aussi les raisons pour lesquelles la personne a commis une infraction. Pour revenir à la pauvreté, la plupart du temps, les infractions, elles sont commises soit pour vivre. Enfin, les comparutions immédiates, c'est rempli de personnes. La dernière fois, il y en avait 2 qui étaient là pour la même chose. C'était le fait d'avoir cassé des voitures pour dormir dedans. Ces personnes, elles sont parties en prison. Donc peut-être pour sortir aussi du tout carcéral et de l'idée qu'une peine égale prison, il faut revenir à l'essence de la peine et comprendre les raisons pour lesquelles la personne commet cette infraction. Bon, après, ça peut nous emmener dans des débats où on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire la justice, la prison, c'est un peu l'aboutissement de la chaîne. D'une chaîne qui manifestement, si on reprend le sujet prison-pauvreté, a été défaillante. C'est l'insertion sociale, l'insertion par le travail, l'école. La prison, en réalité, c'est juste le constat d'un échec de toutes nos politiques, on va dire, préventives d'insertion quand une personne, on peut commencer dès le début, naît, c'est-à-dire dès la naissance, dans quel milieu elle naît, quelles sont ses chances de s'en sortir et dans quoi elle va vivre, quel logement, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir aussi en amont de la prison, avant la justice, avant le tribunal correctionnel, et ça mérite une réflexion évidemment beaucoup plus approfondie, et j'en ai absolument pas les clés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans notre société, on a aujourd'hui 70 000 personnes en prison, dont un nombre non négligeable de personnes qui sont en situation de précarité ou de grande précarité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes qui, en réalité, n'ont rien à faire en prison, c'est-à-dire la prison n'est absolument pas une solution, si ce n'est l'idée de, je te punis, et 2, peut-être dans l'idée des magistrats, de se dire, au moins lui, on ne va pas le revoir avant quelques mois. Donc c'est analyser en amont. Moi, je pense qu'il faudrait également peut-être analyser en amont, évidemment, l'efficacité de nos politiques publiques pour arrêter d'avoir ce constat d'échec en fait, on ne sait plus quoi en faire. La prison, en réalité, pour moi, c'est un moyen de réguler la pauvreté et de se dire, en effet, au moins ces personnes-là pendant quelque temps, moi, j'avais même entendu un magistrat dire d'un côté, là, il a un toit. C'est l'hiver. Ouais, c'est pas satisfaisant. En fait, la prison, c'est pas fait pour ça. Donc, il y a aussi une question en amont de se dire pourquoi on arrive à cet échec-là et à cet aboutissement dans la chaîne où la seule solution, c'est la prison. Alors, on entend très souvent,
quand on est avocat et même quand on est magistrat chez ses collègues, ça va vous faire réfléchir. Voilà. Si je pense qu'il y a vraiment un endroit où on ne réfléchit absolument pas, si ce n'est effectivement à trouver des meilleurs moyens de commettre un vol, un cambriolage ou autre chose, c'est ça. Voilà. Mais pour répondre à ta question, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de réflexion sur la souffrance engendrée par les peines alternatives. On a parlé un petit peu technique tout à l'heure, voilà, les conditions de droit. La prison en elle-même est un lieu créateur de toutes les pathologies. Donc, oui. Alors, on peut détailler, mais ce n'est pas le lieu, quoi. Mais c'est ça. Vous êtes souvent malade au départ et vous l'êtes encore plus à l'arrivée. Et si vous ne l'étiez pas du tout, vous allez... voilà. Moi, je m'en suis aperçu un jour, quand j'écoutais la photographe, ça m'a ému autant que vous. Mais le jour où j'ai vraiment compris ce que c'était la prison, c'est un jour où j'ai commis un livre qui s'appelait « La vie après la peine » et où j'ai été interviewé une quinzaine d'anciens détenus, femmes ou hommes, et qui m'ont raconté réellement, pas tellement ce que c'était la prison, mais ce que c'était après. C'est-à-dire vraiment les traces, les séquelles. Quand je dis séquelles, c'est un terme pour moi qui est médical, voire psychiatrique. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais au début, il y a très peu de réflexion, en dehors d'un bouquin qui vient de sortir, sur quels sont les effets de ces peines alternatives. Quand on écoute Balkany sur le bracelet électronique, on a envie un peu de rigoler. Voilà. Mais le bracelet électronique, comme toutes les autres, ce sont des peines qui engendrent une vraie souffrance. Parce que rester chez soi entre 20h et 7h du matin, c'est pas rien. Être en prison chez soi, ce n'est pas rien. Être obligé de se rendre régulièrement chez telle ou telle institution, tel ou tel interlocuteur, tel ou tel surveillant de quoi que ce soit, c'est pas rien. Surtout pour des gens qui sont désinsérés, désocialisés. Voilà. Donc, cette souffrance-là, elle existe réellement. Et c'est pour ça que vous avez tant d'échecs de ces bracelets électroniques. D'ailleurs, une des possibilités de mettre fin aux bracelets électroniques, c'est la demande de l'intéressé. Et il y en a. Et il y en a. Parce qu'il y a ce qu'on appelait les bracelets électroniques mobiles, c'est encore pire. C'est-à-dire, puisque c'est pas complètement idiot ce que disait Balkany, c'est que ça sonne tout le temps, ça se dérègle tout le temps, on est obligé de téléphoner, de s'excuser, de rendre des comptes, voilà. Tout ça, c'est une réalité, alors qui est moins dure que la prison. Mais faut l'écouter, faut l'entendre. Et même quand vous avez un sursis probatoire, ben, toutes ces interdictions, parce que non, on pense souvent au sursis probatoire minimal, voilà. Mais il y a d'autres choses. Vous n'avez pas le droit de rencontrer votre enfant, votre femme, enfin, des proches, des amis. Vous n'avez pas le droit d'aller ici, vous n'avez pas le droit d'aller là. Vous êtes obligé de faire ci, de faire ça. Voilà. C'est toute une grille de vie qu'on vous impose. Donc il ne faut pas vous imaginer que vous vivez ça comme... une faveur, une indulgence du tribunal, la manifestation d'une clémence de la société. Non, c'est des choses qui rythment votre vie, le jour, la nuit, et dans tous les domaines. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien que ce travail de réflexion qui commence à surgir, eh bien, il soit vraiment mieux connu. Et ça répondrait à ta question, parce que finalement... Dans notre imaginaire et dans notre culture, la seule souffrance possible, je dis bien possible, à condition qu'on l'entende, c'est la prison. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le reste. Et il y a tout ce travail à faire pour du coup convaincre l'opinion publique que ce sont des peines, de vraies peines. Et surtout quand elles s'appliquent à des publics qui sont
qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps ou qui n'ont parfois même jamais travaillé, qui ne sont pas habitués à notre rythme régulier de quotidienne où on connaît notre emploi du temps quasiment à l'avance, un mois à l'avance. Voilà, non. C'est un public qui en plus souvent présente des pathologies. Hein. Il n'y a pas qu'en prison que les pathologies arrivent. Les pathologies, elles existent aussi dans le monde libre des gens qui sont soumis à des peines alternatives. Donc voilà, il faut être contrôlé, il faut justifier, il faut passer des examens sanguins, voilà, prouver qu'on ne consomme pas de cannabis, qu'on ne consomme pas d'alcool, etc., etc., etc. Ça s'appelle des surveillances, ça s'appelle des contrôles. Voilà. Et nous, on en subit suffisamment, mais très peu dans notre vie quotidienne. Ben, imaginez ce que c'est quand on est soumis à une peine alternative. Donc voilà ce qu'il faut dire, ce sur quoi il faut réfléchir et ce qu'il faut populariser. Alors on va prendre plusieurs questions en même temps. J'ai peut-être des questions, mais aussi peut-être une petite réflexion. Bon, mon nom est Christian Richard, je viens de Luxembourg, donc si je ne me fais pas des amis avec ce que je vais dire... Vous m'entendez? Oui. Si je ne me fais pas que des amis avec ce que je me dis, ce n'est pas personnel. En plus, le français est que ma troisième langue, donc mes termes peuvent être pas toujours très bons, mais je fais de mon mieux. D'abord, je veux féliciter Mme Chapelle de cette autocritique des avocats. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on entend rarement, et moi, au Luxembourg, mais ce que je suis en France, aussi, les avocats jouent un rôle qui n'est pas adapté, et c'est pour cela aussi qu'on est ici ce matin. On a parlé des alternatives à la prison, on a complètement mis de côté les alternatives aux poursuites, et je veux y revenir. Donc les alternatives à la prison, je pense que tout le monde ici se connaît, se tutoie, tout le monde est plus ou moins d'accord avec ce qu'on a dit. C'est un débat technique qui est très important. Mais je vais quand même aussi être un peu critique envers vous et je me demande quel est le rôle de l'avocat dans cette machinerie de la justice. Et pourquoi on n'a pas parlé des alternatives aux poursuites? Je ne veux vraiment pas être vexatoire, vraiment pas, mais si je lis les professions des trois gens, avocat, avocat, avocat. Donc vous faites, si vous le voulez ou non, partie de la machine de la justice et vous soutenez d'un côté ou de l'autre cette prison et cette alternative aux prisons. Et donc pour moi, ce débat qu'on a totalement loupé, l'alternative aux poursuites est un peu représentatif parce que le débat a été animé ou géré par des avocats. Donc pour moi, les alternatives aux poursuites, il faudrait aussi sortir, moi je ne suis pas juriste, il faut sortir ce débat de ce monde judico-judiciaire, ou comme on le dit en français, pour aussi voir d'autres poursuites. Et c'est monsieur qui a commencé à mentionner ça. Quel est le sens de la peine? Est-ce qu'il faut toujours des poursuites? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Et il y en a. Il faut sortir. Je ne suis pas abolitionniste pénal, pas qu'on se malentende là-dessus, mais à mon avis, les conflits sont tellement gérés par les professionnels de ce monde judiciaire, et c'est ça aussi un problème. Et je voulais, pour terminer, parler de la justice restaurative, une procédure dans laquelle moi je me trouve au Luxembourg. On a la victime et le délinquant, on a retiré ce conflit de ces avocats qui voulaient les parties civiles, le magistrat qui voulait le mettre en prison pour des... Il faut sortir, il faut des alternatives aux poursuites, il faut des alternatives à notre petite pensée. Il n'y a que la prison, il n'y a que la punition. Merci. Merci, on va prendre d'autres questions. Là. Allez-y, vous avez le micro. Bonjour, j'aimerais rebondir sur vos propos, Maître Chapelle. J'aurais aimé savoir, lorsque vous évoquiez le cas de votre client, qui a été le seul à vouloir se plaindre de ces conditions de détention indignes à Nanterre, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'introduire, voire de créer des recours collectifs devant les juridictions administratives? Alors peut-être que ça existe déjà, mais je ne suis pas publiciste.
Une autre question derrière. Avec le micro, ça sera mieux pour... C'était pour revenir sur la justice restauratrice, comme le monsieur l'a dit. Effectivement, je pense que aussi dans les peines alternatives, ça serait vraiment bien, parce que comme vous avez parlé tout à l'heure des magistrats qui devraient aller en prison pour voir ce que c'est le monde carcéral, malgré que ça serait mieux qu'il n'y ait pas de monde carcéral, mais ça serait pareil pour la réinsertion de la personne et éviter qu'elle récidive, c'est de comprendre ce qu'elle a fait, si on lui ferait comprendre ça, comme le magistrat comprendre ce que c'est le milieu carcéral, peut-être que ça lui donnerait moins envie d'incarcérer et de trouver d'autres solutions. Et pour la réinsertion de la personne et pour le bien de la société, que la personne, selon les condamnations, comprenne aussi. Et peut-être que ça les aiderait mieux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, non? Si. Autre. On va prendre toutes les questions parce que de toute manière, on va être pressé par le temps et vous ferez une petite synthèse des... Alors moi, c'était pas une question, c'était plutôt une petite remarque. Je m'appelle Julie Buquet, je suis chef de service d'un CHRS qui s'appelle le CHRS Belleville à Paris, qui accueille des personnes sous main de justice ou sorties de prison et qui fait partie de l'APCARS. Simplement préciser que dans la mise en œuvre en fait, de ces alternatives à la prison et même aux poursuites, on est quand même, nous, vraiment au premier plan. Et que le travail, on accueille des personnes en mesure de placement à l'extérieur, consiste vraiment à faire dans la dentelle en fait. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont des problématiques extrêmement diverses. Il faut du temps, il faut des moyens humains, il faut de la pluridisciplinarité, il faut des outils en fait, de travail, d'accompagnement, et il faut surtout aussi une bonne coordination avec les services SPIP et les magistrats, puisque là, on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations en fait, qui portent des mesures de placement à l'extérieur sur tout le territoire. Il y a bien sûr Emmaüs, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'ensemble des places ne sont pas pourvues parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué de réussir à accueillir, au moment où la place est disponible, une personne en mesure de placement à l'extérieur. Et donc, il y a une inadéquation finalement entre les disponibilités et puis la réalisation. Nous, on a des engagements depuis 2 ans auprès de personnes qu'on attend. Donc évidemment, la place leur est réservée, mais en attendant, on en accueille d'autres parce que sinon, on perd les financements, parce que sinon, le travail même n'a pas vraiment de sens. Enfin, donc voilà, donc c'est très complexe et juste... ça nécessiterait beaucoup plus de temps que de venir décrire en fait de manière assez précise quel travail on réalise. Mais je crois que ce qui est important à souligner, c'est la finalité en fait de ce travail-là, qui est alors bien sûr d'exercer la sanction en dehors du milieu fermé, mais aussi de prévenir la récidive, de lutter contre la récidive. Et ces mesures, elles fonctionnent en fait. Elles aboutissent favorablement pour les personnes. Nous, on n'a pas en fait de réincarcération, on n'a pas de révocation des mesures et on accueille vraiment un certain nombre de personnes chaque année et ça marche. Et je pense que ça peut être communiqué au grand public et que ça, c'est une voie, par exemple, là, j'ai pas vraiment entendu ça, prévention de la récidive jusqu'à maintenant, alors que ça fait 15 ans, moi, que je travaille dans ce secteur-là et que j'entends les mêmes débats, les mêmes choses, les mêmes constats, des nouvelles mesures qui se mettent en place tous les 5 ans, à chaque nouveau quinquennat. Bon, juste utilisons ce qu'il y a. Utilisons les mesures déjà existantes et communiquons davantage auprès des magistrats, mais aussi auprès du grand public sur ce que ça permet pour les personnes et finalement pour la société. Voilà. Merci beaucoup. Oui, devant. Oui, bonjour. Je m'appelle Guy Bardel, je suis à la NVP. Je suis visiteur à Fresnes en milieu fermé depuis 14 ans. Et je suis aussi accompagnateur en milieu ouvert depuis 3 ans. Donc ma question, ça va être sur le milieu ouvert, mais je voudrais quand même dire que dans le milieu fermé, on voit quand même des avocats qui viennent et qui discutent aussi un peu avec les visiteurs. Donc, les avocats visitent quand même les prisons à Fresnes. Bon, est-ce que le milieu ouvert, c'est une alternative? Et comment se décide le placement en milieu ouvert ou en milieu fermé au sein d'un tribunal, des choses comme ça? Ma question. Et aussi cet intérêt-là du milieu ouvert, ça permet quand même à la personne qui sont sous main de justice d'être encore dans la vie courante et de ne pas être complètement coupé, comme on l'évoquait ce matin, de tout ce qui est modification, modernisation de la vie actuelle. Voilà, donc comment se fait-il que ce milieu ouvert ne se développe pas tellement? On insiste, nous, au niveau
de certains SPIP qui s'occupent de ce milieu ouvert, et on a on nous présente peu de candidatures de personnes qu'on peut accompagner. Alors ma question c'est comment se décide le milieu ouvert et pourquoi ça patine un peu, quoi. Merci. Et on va prendre une dernière question tout en haut, avec cette main qui est levée depuis un certain temps. Bonjour, alors Solène Normand, moi je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, donc je trouvais ça aussi important pas de prêcher pour ma paroisse, mais de représenter aussi le SPIP qui est en plein dans le cœur du carcéral et des dispositifs alternatifs à la prison. J'ai entendu tout ce qui a été dit, notamment, alors ça me fait plaisir qu'on parle aussi du placement extérieur parce que c'est aussi une alternative qui gagnerait à être encore davantage mise en œuvre, mais effectivement, il y a des difficultés réelles sur les terrains, notamment d'attente de place, ce genre de choses. Et moi, ma réflexion et ma question aussi, c'est que j'avais notamment entendu M. Macron qui avait pu évoquer des questions du présententiel, parce qu'effectivement, vous disiez, M. Portelli, que les magistrats étaient parfois bien en difficulté pour pouvoir donner une décision en adéquation avec la situation de la personne quand on n'avait pas beaucoup de temps pour juger, quand effectivement les enquêtes sociales rapides durent peu de temps et que du coup la solution c'est l'incarcération. Donc ma remarque et ma réflexion c'est un peu de savoir aussi si le présententiel ne pourrait pas être développé et si réussir à collecter des informations et notamment sur les personnes qui vont être jugées, si ça pourrait pas être une solution pour permettre de mieux connaître la situation au moment du jugement et de sortir peut-être de la solution de facilité qui est l'incarcération. Merci beaucoup. Alors j'ai vu que vous leviez juste la main. Allez, ce sera la dernière de la dernière. Oui, bonjour, Nicolas Leblanc. Moi, je suis juriste historien. J'ai été contractuel auprès de l'administration pénitentiaire et je suis actuellement contractuel au sein d'un service d'application des peines en juridiction. Les débats qu'on a aujourd'hui, ils datent d'il y a 200 ans. Les questions que vous posez, c'est des questions qui ont été posées il y a 200 ans. Sauf le bracelet électronique. Voilà. Donc il y a toutes ces questions, effectivement, le sort des femmes, le travail, la pauvreté, la question de la prison, qui, pour ceux qui l'ont instituée il y a 200 ans, n'était pas la solution, n'était pas le remède miracle, ils le savaient déjà. Et c'était déjà quelque chose de mieux, avec cet objectif posé au moment de la Révolution de la réinsertion. Et c'est de là que naît le débat abolitionniste contre la peine de mort. Et après, effectivement, il y a cette nouveauté de notre siècle, de notre époque, du numérique. Sur la question de la souffrance en milieu ouvert, certains avancent l'idée que finalement le milieu fermé se reproduit sur le milieu ouvert, notamment avec la peine de DDSE. Mais j'ai noté 2 points plutôt positifs, 2 pistes liées à cet atelier et que je voulais vous rappeler et souligner. 1, punir différemment, et notamment sur la constitution du dossier du prévenu face au juge correctionnel, et puis surtout aussi au post-sententiel devant le JAP, post-sententiel qui n'a pas été cité ce matin, et puis réinsérer effectivement l'autre mission de la peine, en plus de punir. Et là, c'est des peines, vous l'avez dit, mais c'est aussi des personnes, et il y a ce mot de individualisation, qui est le grand enjeu, notamment des CHRS. Merci. Merci beaucoup. Alors, 1 minute à chacun pour conclure, parce que j'ai déjà des signes qui me sont faits pour qu'on puisse aller déjeuner. Mais si vous prenez 2 fois le temps que je vous accorde, ça ira. Juste sur la personnalité, on a en principe depuis juste 2018 le dossier unique de personnalité qui sort un peu de la justice des mineurs. Ça, c'est une obligation depuis longtemps. Qui a intégré maintenant la justice des majeurs. Donc en principe, on est censé l'avoir. Moi, je ne l'ai encore jamais vu. Donc on marche encore avec les enquêtes APCARS où on revoit les personnes régulièrement, mais on a toujours une nouvelle enquête. Donc ça, c'est peut-être une faille de la loi dans la pratique. C'est que on n'a pas, en tout cas moi en tant qu'avocate, je n'ai jamais eu accès à ce dossier unique de personnalité. Et
Un point juste rapidement sur la justice restaurative. Alors en France, elle est, si je ne me trompe pas, elle est juste expérimentale et c'est toujours en fait pensé dans la prison. C'est-à-dire que c'est toujours pendant la... Non ? Non, elle est dans la loi, mais c'est quand même pas développé. Je crois que c'est ONI qui avait été un peu le centre d'expérimentation, mais c'est toujours pensé, enfin de ma connaissance, dans le cadre de la prison. C'est-à-dire c'est une personne qui est incarcérée, qui va rencontrer une victime, etc. Et juste pour finir et répondre au recours collectif, parce qu'en effet, peut-être 30 secondes de conclusion, les avocats, pour moi, on a un réel rôle à jouer sur que ce soit les conditions de détention, le pré-sententiel et le post-sententiel, parce qu'en fait, on est partout. C'est à nous de défendre les droits de nos clients. C'est à nous de proposer des solutions, parce que les magistrats, ils n'ont pas la clé pour tout. Ils ont aussi énormément de dossiers. Donc, c'est à nous de proposer des solutions, des alternatives à la prison, des aménagements de peine, parfois de manière assez créative. Et on arrive à avoir... Moi, j'adore avoir des discussions avec le service du SPIP, le JAP, et moi, et on arrive avec une discussion constructive à avoir des aménagements de peine qui fonctionnent pour nos clients. Et sur les conditions de détention, il n'y a pas de recours collectif, mais l'OIP, c'est eux qui sont souvent moteurs sur les recours collectifs pour éviter justement de cibler une personne en particulier en détention qui se plaindrait de ces conditions. Ils ont tendance à mener des campagnes contentieuses où ils recueillent l'avis de beaucoup de personnes détenues avec l'aide des avocats, et ensuite on fait des recours qui sont portés par l'OIP massifs, c'est-à-dire 20, 30, 40 détenus qui déposent des référés liberté en même temps. Donc c'est pas vraiment un recours collectif, mais en tout cas ça permet une masse, et du coup on coupe court à toute idée de représailles en détention. Il y a tellement de questions qu'on n'y arrivera pas. Hein. Donc, mais bon. Les alternatives aux poursuites et le Grand-Duché qui est évidemment à la pointe de tout ça. Je rappelle quand même que les alternatives aux poursuites en France, c'est sous l'autorité du procureur de la République. Et qu'au moins la moitié des infractions qui arrivent un jour sur le bureau des substituts des procureurs donnent lieu à une alternative aux poursuites. Donc, ce n'est pas les avocats qu'il faut incriminer. Là, vous avez des décisions très lourdes de conséquences qui sont prises par le procureur de la République. Ensuite, on peut se poser la question, quelle est la légitimité du procureur de la République en France, vu son statut, de prendre des décisions qui sont quand même assez lourdes de conséquences. Donc, les alternatives aux poursuites, ça pourrait être, si on l'écarte de la justice, ça pourrait être une solution, mais à condition qu'on dépénalise un certain nombre d'infractions. Donc à ce moment-là, vous pourriez trouver ça sous l'autorité, je ne sais pas, d'un travailleur social ou d'un médecin ou d'autres choses. Mais c'est ça qu'il faut, dans un premier temps, essayer de mettre en œuvre. Voilà. Et puis en France, le débat sur les alternatives aux poursuites sont un peu faussés par cette obsession terrible de répondre à la délinquance. Voilà. Si vous regardez les statistiques, ce que j'ai encore fait hier, chaque fois ça m'amuse, de regarder les chiffres clés de la justice, vous apercevez qu'en fait, la grande obsession de tous les ministres de droite, de gauche, d'ailleurs, avocats ou pas, c'est d'avoir un taux de réponse pénale qui soit plus fort que celui de l'année précédente. Donc, moi, je veux bien que les alternatives aux poursuites soient une solution, mais elles rentrent dans cette problématique-là. Donc, il faut absolument faire des alternatives aux poursuites, parce que sinon, vous avez votre chiffre du taux de réponse pénale qui va baisser. Et là, la grande bourde qui a été celle de notre ministre de la Justice, c'est de supprimer précisément une des alternatives possibles aux poursuites, qui est le rappel à la loi. Voilà. Donc, il ne s'est pas aperçu qu'en supprimant ça, et ils ont vite rétabli autre chose sous un autre nom, eh ben, si on appliquait ça, cette alternative aux poursuites, qui est le rappel à la loi, eh bien, le taux de réponse pénale, qui, je l'ai vu hier, en 2020, devait être à peu près de 90%, ça allait chuter à 70%.
Donc vous voyez, les alternatives aux poursuites, oui, ok, c'est très bien, ça évite de passer en jugement, ça évite d'aller en prison, ça évite des peines alternatives qui n'auraient pas de sens, mais il faut que le débat, à la base, soit relativement serein. Voilà. Et juste une dernière chose, effectivement, le milieu ouvert, il faut... Mais le milieu ouvert, c'est vaste, hein, c'est tout ce dont on a parlé depuis le début. Mais il faut qu'il y ait une véritable articulation entre la justice, avocats, magistrats, et puis tous les services qui peuvent s'occuper de ça, que ce soit des CHRS, que ce soit des lieux d'hébergement et tout ça. Moi, ce dont je rêvais quand j'étais magistrat, c'était, je vous ai dit tout à l'heure, la prison, ça devrait être une décision scientifique, c'est qu'on ait un véritable tableau de bord. C'est-à-dire qu'on sache, comme ça se fait maintenant en matière de TIG, c'est qu'on sache, par département, par ressort de juridiction, combien il y a de places en TIG. Donc aujourd'hui, on peut le savoir. Mais pour tout le reste, non. Et moi, ce dont je rêvais, c'est quand je commençais mes audiences correctionnelles de comparution immédiate ou pas, c'est d'avoir un tableau de bord en disant, tiens, aujourd'hui à Fresnes, ils sont à 170%. Donc voilà, donc je ne peux pas faire une décision réellement sérieuse, je vais dire scientifique, d'une mise en détention. C'est ça, c'est de savoir ce sur quoi je peux compter. Des places de prison, le nombre de matelas actuellement à Fresnes, à Fleury ou ailleurs, le nombre de places en CHRS, le nombre de lieux d'hébergement, que ce soit des fermes ou autre chose, qui sont disponibles à proximité immédiate. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On n'en tient pas compte ou on bricole. Moi, je me souviens à l'époque, je terminerai par ça, quand j'étais au tribunal de Paris, je présidais une chambre correctionnelle, et puis j'étais aussi en même temps à l'APCARS. Voilà. Donc, quand je l'ai fait une fois, mais j'en ai eu un peu honte. Je voulais absolument faire sortir un gars que j'avais mis en détention provisoire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à mes copains de l'APCAS en disant c'est pas possible, trouvez-moi une place en CHRS. Bon, on l'a obtenu. J'ai obtenu de mes copains de l'APCAS qui m'envoient un courrier, une attestation disant je peux héberger. Ça pourrait être un petit peu plus organisé, un petit peu plus scientifique, quoi. Enfin, on pourrait améliorer ça, il pourrait y avoir des liens, des contacts. Vous savez, avec l'électronique, on pourrait s'envoyer des mails. Voilà. Donc on en est encore là. Et c'est pour ça que finalement, toutes ces mesures alternatives, ces peines alternatives, ça suppose derrière une véritable organisation qu'on est encore très loin d'avoir. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Voilà. C'est pas être pessimiste que de constater qu'aujourd'hui c'est nul et que demain on peut mieux faire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais signaler que si effectivement nous sommes tous les trois avocats, c'est au titre de nos autres fonctions que nous avons été invités et non pas comme avocats, à la fois pour l'association, l'OIP et puis pour l'IRP en sortir.